La réflexion de Locke nous permet de rappeler un point finalement crucial de la réflexion politique que nous avons menée jusqu'ici. En effet, ce que fait Locke, c'est qu'il recentre notre raisonnement sur le rôle spécifique de l'État qui ne serait pas, contrairement à ce que nous pouvions considérer au départ, de produire positivement des lois afin de nous prémunir d'une nature humaine qui serait violente, mauvaise, dangereuse, mais plutôt de garantir, l'État, de garantir la pérennité de certains droits naturels que l'être humain serait justement en droit de réclamer. Toutefois, reconnaître l'existence de droits naturels, c'est-à-dire, je le rappelle, l'existence de normes théoriques prenant en considération la nature humaine, cela semble problématique pour deux raisons au moins. La première, comment un théoricien du droit naturel comme Locke, par exemple, peut savoir ce que c'est que cette loi, étant donné qu'il ne vit pas lui-même à l'état de nature, mais dans un état civil. Alors pour comprendre cette première objection, il faut rappeler un petit peu la pensée de Locke et la pensée de la philosophie politique en général à cette époque-là, qui se fonde sur une fiction qu'on appelle la fiction de l'état de nature. C'est une sorte d'hypothèse théorique, d'une expérience de pensée, où les théoriciens politiques imaginent l'état dans lequel seraient des êtres humains dénués de toute société politique, de toute société civile. Et Locke imagine qu'à cet état-là, dans cet état-là, il y aurait bien un droit naturel. Alors chez lui, c'est le droit de propriété, mais finalement, qu'importe. À cet état-là, il y aurait un droit naturel, des dispositions naturelles que l'être humain serait en droit de réclamer. Bon, le problème, c'est qu'il n'est pas lui-même à l'état de nature, Locke. Et il fait l'état de lieu de ce droit naturel à partir, en fait, d'une réflexion sur son propre état civil, c'est-à-dire sur sa propre existence dans une société politique. Donc là, il y a une difficulté. Comment on sait finalement ce que c'est le droit naturel? Comment on peut y avoir accédé? Par ailleurs, comment expliquer, deuxième problème, comment expliquer, si un tel droit naturel existe, que des États qui s'opposent à ce droit existent? Alors là, c'est un peu plus subtil. Le problème, finalement, c'est comment expliquer qu'il y ait des États qui, visiblement, ne respectent pas, par exemple, le droit de propriété tel qu'il est défini chez Locke, ou d'autres droits naturels, on peut en imaginer d'autres. Comment on peut expliquer l'existence de sociétés politiques qui ne respectent pas ces droits, si ces droits sont précisément naturels, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits dans la nature de l'être humain? Comment expliquer que des États, donc des sociétés politiques, qui rassemblent des êtres humains, et produit finalement des systèmes qui sont contre les lois naturelles, le droit naturel. Bon, ça c'est pas facile à comprendre. Une telle aporie est celle qu'affronte Rousseau lorsqu'il entreprend de repenser la question politique. En effet, Rousseau ne rejette pas fondamentalement l'existence d'un droit naturel, c'est-à-dire d'une nature humaine qui réclamerait certains droits en elle-même, mais il fait le constat que les conditions sociopolitiques ont rendu impossible, dans tous les cas, l'expression de cette nature humaine et de ce droit. Qu'est-ce que ça veut dire, précisément, cette idée? Pour Rousseau, le constat hobbésien de la violence fondamentale de l'être humain est un constat qui se trompe parce qu'il perd de vue le rôle corrupteur de la société politique. Là, il y a quelque chose de très important, de très déterminant finalement dans le cadre de la pensée politique, c'est qu'ici Rousseau fait émerger l'idée que la violence des êtres humains, leur tendance à la destruction, à l'autodestruction, à la criminalité, ne serait pas liée à une nature violente, mais à une société politique corrompue, donc mal fondée. Dans la pensée de Hobbes, la construction sociale est une construction négative, c'est-à-dire une réaction à une nature violente de l'être humain et un besoin de sécurité. L'intérêt qui guide le sujet politique chez Hobbes est ainsi un intérêt sécuritaire, en réaction à un état de nature où les êtres humains sont violents les uns envers les autres, ou en tout cas une sorte de défiance réciproque, et ce n'est qu'en raison du caractère négatif de cet état de nature que la constitution du corps politique apparaît nécessaire. Ainsi, les individus acceptent de perdre leur liberté naturelle dans la pensée de Hobbes, parce qu'ils savent bien qu'à l'état de nature, ils seraient soumis à un trop grand risque. Finalement, ils pourraient mourir, tués par quelqu'un d'autre. Donc il y a une sorte de négativité initiale du politique. La société politique, elle se construit à défaut d'eux, parce qu'il faut échapper à quelque chose de pire. Or, l'enjeu de la réflexion politique, et donc de la question de savoir
comment les lois sont constituées ou non par l'État, c'est peut-être de penser une positivité du politique. Ne peut-on pas considérer une forme d'État et de société où le sujet ne soit pas simplement assujetti à un pouvoir, on rappelle, c'est le contrat de Hobbes, c'est l'idée d'un assujettissement, mais participe positivement à ce pouvoir. Le cœur de la discussion politique se joue autour du type de liberté dont nous voulons jouir. Voulons-nous d'une liberté négative, comprise simplement comme ensemble de ce qui n'est pas interdit par la loi? Chez Hobbes, la loi étant incarnée entièrement par le souverain, on rappelle le principe, rex lex, ce que dit le roi est la loi, et EST, la loi. Ou voulons-nous d'une liberté positive, entendue comme production autonome de la loi? Je rappelle le concept d'autonomie, très important dans les philosophies de la liberté. Autonomos, ça veut dire auto à soi-même, nomos la règle, l'autonomie c'est être capable de se donner une règle à soi-même. Bon. Pour clarifier un petit peu cette question-là, plongeons-nous un peu plus dans la philosophie de Rousseau. Rousseau, dans son célèbre traité Le contrat social, cherche précisément à penser un régime politique où la liberté positive soit possible. Il considère ainsi que le corps politique doit prendre une forme propre à ne pas aliéner les individus qui le composent à un individu, mais qui permette au contraire de les libérer. Or, de ce point de vue, il est intéressant de noter qu'il adopte un point de vue anthropologique radicalement opposé à celui de Hobbes, et que c'est ce point de vue anthropologique, c'est-à-dire cette vision de l'être humain, qui explique son projet politique. Alors ici, je tiens à faire une remarque qui est très importante, je crois même au-delà d'un cours de philosophie, c'est que quand vous réfléchissez à des idéologies politiques, des programmes politiques, même dans le cadre d'élections par exemple, il faut toujours comprendre que derrière des positions politiques, économiques, il y a en fait des positions métaphysiques, des positions anthropologiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle une position anthropologique ? Ici, ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est pas au sens de la science anthropologique telle qu'elle s'est constituée au XXe siècle, mais au sens d'un point de vue sur l'être humain. Anthropos, c'est l'être humain. Donc anthropologos, c'est le discours raisonné sur l'être humain. Donc en fait, l'idée, on le rappelle, pour Hobbes, c'est que son point de vue anthropologique, c'est donc que l'être humain aurait une certaine nature. En fait, tout le projet politique de Hobbes se fonde sur une certaine manière de voir la nature humaine. Hobbes pense que la nature humaine est fondamentalement violente, etc. Violente, méchante, qui a une défiance fondamentale. Rousseau, lui, il va ne pas être d'accord finalement avec ce point de vue anthropologique, il va adopter un autre point de vue sur la nature humaine. Pour Rousseau, la querelle, la violence, les passions destructrices ne sont pas le fait de la nature humaine, mais bien au contraire, sont le fait de l'existence sociale de l'être humain. Si l'être humain est violent, c'est justement parce qu'il est perverti par une cité, par une société, qui, en le soumettant, en l'assujettissant, comme le voulait Hobbes, lui fait perdre son innocence initiale. Alors il va falloir revenir sur cette notion d'innocence qui est parfois mal comprise. En vérité, il y a une égalité de principe entre les êtres à l'état de nature qui doit être retrouvée à l'état civil. Alors cette idée d'une égalité de principe des êtres à l'état de nature, c'est une idée qu'on retrouve déjà chez Aristote, qui était un partisan de la démocratie, parce qu'il considérait qu'à l'état de nature, dans ce qu'on Rousseau appellerait l'état de nature, il n'y avait pas de distinction sociale, pas de distinction entre les individus, et qu'il y avait une sorte de nature à peu près égalitaire entre les individus. Un lien substantiel est donc pensé chez Rousseau entre l'égalité et la liberté. L'égalité est l'apostrophe. L'objectif de Rousseau est donc de produire une forme d'état qui permette de donner à voir cet aspect-là de l'humanité. Il est donc nécessaire pour Rousseau de repenser la souveraineté de l'État, c'est-à-dire de repenser le principe de l'autorité régissant la société. Alors, on rappelle, la souveraineté de l'État dans la pensée de Hobbes, elle se constitue de façon purement verticale. Il y a un être à qui les autres vont accepter de déléguer un pouvoir, le Léviathan, ils vont déléguer le pouvoir à ce Léviathan, qui est donc l'incarnation de l'être, qui va tous les assujettir et garantir leur sécurité. Donc c'est une construction très verticale, qui donc va du haut vers le bas. De fait, il va construire, Rousseau, en opposition à ce mode de souveraineté hobbesien, l'idée d'un contrat social qui permet à chaque individu d'être son propre souverain et de ne plus se soumettre à autre chose qu'à lui-même, tout en garantissant l'existence d'une harmonie civile.
Le contrat social chez Rousseau rompt avec l'idée d'une délégation à une volonté souveraine, la protection de tous, et fait émerger l'idée novatrice de volonté générale. Ainsi, le contrat social va impliquer que chaque membre du corps politique se lie aux autres et le législateur, avec un grand L, ne sera plus un monarque identifié, mais l'ensemble des membres du contrat. Alors je vous lis un texte tiré des Lettres de la montagne de Rousseau. On a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle pas un état libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre, et régner, c'est obéir. Dans la liberté commune, nul n'a le droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit, et la vraie liberté n'est jamais destructrice d'elle-même. Ainsi, la liberté sans la justice est une véritable contradiction, car comme qu'on s'y prenne, tout gêne dans l'exécution d'une volonté désordonnée. Ça, c'est très important. Tout ce que je viens de vous lire là, c'est une attaque en règle contre l'absolutisme. Quiconque est maître ne peut être libre, écrit Rousseau. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour Rousseau, finalement, dans la pensée hobbesienne, le souverain lui-même est aussi assujetti, puisqu'il est toujours soumis au risque d'une rébellion, en quelque sorte, de ses sujets, et doit toujours régner d'une manière à lui-même être soumis, en quelque sorte, au principe d'un règne qui peut être parfois injuste, c'est-à-dire qui n'est pas réglé selon la justice. Le souverain, ce qu'il doit garantir avant tout, c'est la sécurité, et sa propre sécurité, pour garantir une sorte de sécurité collective. Or, ça produit des paradoxes, c'est que, comme il écrit Rousseau, c'est que cette liberté-là dont jouit le souverain est destructrice d'elle-même, puisqu'elle détruit une liberté, la liberté des autres, et puisqu'elle s'autodétruit d'une certaine manière, parce que le souverain ne peut pas faire véritablement tout ce qu'il veut, car il doit toujours avoir assez de pouvoir, assez de puissance, pour pouvoir soumettre les autres. Voilà comment Rousseau continue. Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leur atteinte l'enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres, non les arbitres. Ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'est son gouvernement, quand dans celui qui le gouverne, il ne voit pas l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elles. Ok, comment comprendre ce deuxième paragraphe et globalement l'analyse de Rousseau ici ? L'idée que va penser Rousseau, qui va être très importante, c'est que le problème du système de l'absolutisme, c'est que finalement, il incarnait le pouvoir chez un individu, ce qui faisait que finalement, l'ensemble des sujets d'une monarchie absolue sont bien assujettis à un individu. À un individu qui n'est pas l'organe de la loi que le peuple a produit, mais qui est simplement l'arbitre absolu de la loi. Il n'est pas le véhicule d'une loi qui a été décidée par tous, mais il est le décisionnaire unique de la loi qui va qui va soumettre tout le monde. Bon, ça pose un problème, c'est que du coup, la liberté des collectives a disparu. Le contrat social, chez Rousseau, va plutôt faire émerger l'idée de volonté générale et permet la reconnaissance d'intérêts communs. C'est très important ce mouvement. Alors qu'est-ce que c'est la reconnaissance d'intérêts communs ? Qu'est-ce que c'est ce concept de volonté générale ? La volonté générale, ça n'est pas la simple addition des volontés particulières. En fait, il y a une difficulté théorique. Quand on réfléchit au système que peut imaginer Rousseau, c'est qu'on peut lui dire c'est bien gentil de vouloir faire émerger une volonté générale, mais si on rassemble ne serait-ce qu'une classe de 35 élèves et qu'on leur demande de prendre des décisions pour leur auto-organisation, il va y avoir des désaccords parfois inconciliables. Comment on peut expliquer que des individus qui ont des désaccords inconciliables puissent faire
émerger une volonté générale qui ne soumet pas les uns ou les autres. Typiquement, imaginons qu'on fasse un vote pour pouvoir, on fait une randonnée et on doit aller à gauche ou à droite. On est 35 élèves dans la classe, on se déplace comme ça, et on arrive devant cette croisée des chemins. Une partie des élèves sont pour aller à gauche, une partie des élèves sont pour aller à droite. Bon, imaginons que ça soit la droite qui gagne, il y a la majorité a voté pour aller plutôt sur le chemin de droite. Faut pas y voir une sorte de crypto-analyse politique, attention. Donc la majorité des élèves votent pour aller plutôt sur le chemin de droite. On pourrait estimer que, je ne sais pas, les 10 qui ont voté pour aller sur le chemin de gauche se sentent lésés, et qu'il n'y a pas, que cette volonté qui s'est exprimée par le vote n'est pas véritablement une volonté qui ne les soumet pas. On a l'impression qu'ils sont encore une fois obligés de suivre le vote des autres, donc pas libres. Donc là, il y a une sorte de difficulté. Comment expliquer finalement que le vote ne produit pas les mêmes méfaits que l'absolutisme, c'est-à-dire l'assujettissement d'un certain nombre d'individus à des décisions qu'ils n'ont pas choisies. Ça va être là que tout va se jouer. Ça va être là que tout va se jouer. En fait, l'idée de Rousseau, c'est que la volonté générale exprime, effectivement, par exemple, par le vote, la volonté d'un groupe qui s'est constitué comme une société par un contrat social. Mais c'est quoi la nature de ce contrat ? Rousseau se dit, ces individus-là, ce qui va les lier, c'est qu'ils ont tous un intérêt commun qui est supérieur à l'ensemble des intérêts qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Il y a un intérêt suprême, en quelque sorte. Et quel est cet intérêt suprême qu'ils ont tous en commun, qu'ils ont tous en partage, quel que soit leur point de vue, quelle que soit leur manière de voir les choses? Cet intérêt commun qu'ils ont tous en partage, c'est l'intérêt qu'ils ont d'être libres. Ils veulent tous être libres. Ils veulent tous être libres, et quels que soient leurs désaccords locaux, si vous voulez, que vous vouliez à la droite ou à gauche, que vous vouliez manger ceci ou cela, que vous vouliez prendre telle ou telle décision pour le groupe, à la fin, votre intérêt supérieur dans tous les cas, c'est d'être libre. C'est pour ça que vous aimez bien être dans ce groupe. Donc, pourquoi la volonté générale a un intérêt ? Eh bien, la reconnaissance de cet intérêt commun de la liberté, intérêt commun, si on le traduit en latin, ça donne la chose commune, et la chose commune c'est res publica, on a là l'idée de la république. La reconnaissance de cet intérêt commun, qui serait donc le principe de la liberté, fait que la volonté générale ne va pas être un assujettissement. Pourquoi ? Ok, on organise ce vote. Ce qui vous intéresse par-dessus tout, même si vous faites partie de ceux qui ont perdu le vote, c'est pas vraiment le résultat local de ce vote-là. C'est le fait même que vous puissiez voter. C'est le fait même que dans cette organisation, dans cette société, le vote soit possible. Et donc que votre volonté particulière puisse à un moment donné tenter de s'exprimer et devenir, et s'incarner comme volonté générale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons que je perde les élections présidentielles. Je pourrais estimer, 45% des électeurs français ont voté pour moi, moi-même je voulais être au pouvoir, je ne vais pas accepter la décision de la volonté générale puisqu'elle va contre mes intérêts, donc je suis assujetti. Sauf que dit Hobbes, que dit Rousseau, c'est mal comprendre ici le principe de la volonté générale. Si je perds les élections, bien sûr que je suis déçu, et bien sûr que peut-être à un certain niveau on pourrait estimer que je perds une forme de liberté. Mais en fait, le principe même du vote me fait gagner une liberté plus grande encore. Oui, je perds les élections, mais je peux encore voter. Mais quelque part, un jour, je pourrais peut-être encore exprimer une volonté qui sera la mienne et qui peut-être, cette fois-là, gagnera l'assentiment de tous ou de la majorité. Maintenant, imaginons que je refuse le vote. Je fais un coup d'État et j'installe une tyrannie, je deviens dictateur. On pourrait dire, très bien, en fait, là, je suis plus libre que si j'avais respecté le vote. Sauf qu'en fait, que dit Rousseau ? À partir du moment où j'ai détruit le principe du respect de la volonté générale, j'ai détruit l'idée même qu'il puisse y en avoir une qui s'exprime, de volonté générale. Et bien sûr, là c'est à mon avantage, puisque je suis dictateur. Mais si demain il y a un autre putsch, et que je suis renversé, et que je suis jeté en prison, et que les principes de la justice sont aussi arbitraires que ce que j'avais produit moi, et bien finalement je serais bien moins libre que si j'avais laissé la volonté générale s'exprimer, et que cette fois où j'avais perdu les élections, je l'avais accepté, estimant qu'à la fin il était toujours préférable pour ma liberté de pouvoir voter, et de pouvoir m'exprimer comme citoyen libre d'une société politique. Donc l'idée, c'est que la volonté générale exprime bien l'autonomie du citoyen.
Hein. Le législateur qui exprime la volonté générale, donc les ministres, les présidents par exemple, sont les organes de la loi, mais ne sont pas les arbitres de la loi. Les arbitres de la loi, c'est le peuple. Et le peuple donne légitimité à ses législateurs. Et ces législateurs ne peuvent jamais corrompre l'autonomie du citoyen. Pourquoi ? Même si je n'ai pas voté pour une loi, par exemple, directement, ou que j'ai voté contre. Si j'ai voté contre une loi, on pourrait dire, bien, je suis assujetti à cette loi quand elle s'applique sur moi. Hein. Je voulais, moi, qu'on puisse rouler à 150 km/h sur l'autoroute. J'avais voté pour ça. Mon vote a perdu, on roule à 130. Je pourrais donc estimer que je suis assujetti. Mais en fait, cette loi que je n'ai pas votée, je n'ai pas voté positivement pour elle, c'est pourtant ma loi. C'est pourtant ma loi parce que c'est de moi qu'elle vient, même si je ne suis pas fondamentalement d'accord avec elle, je suis d'accord avec le principe du vote. C'est comme si vous jouez au Monopoly. Bien sûr, vous tombez sur la rue de la Paix alors que quelqu'un a mis un hôtel dessus. Vous n'êtes pas content, vous dépensez beaucoup d'argent. Vous pourriez dire, bon ben, je suis pas libre, je viens de perdre ma liberté. Sauf qu'en fait, en tombant sur la rue de la Paix et en payant votre dette au joueur avec qui vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de perdre localement une petite liberté, qui est l'argent que vous aviez dans votre caisse, mais vous êtes en train d'en gagner une plus grande. Et la plus grande, c'est que vous pouvez continuer à jouer au jeu. Le jeu démocratique, c'est la même chose. Donc, en faisant du peuple l'État, puisque finalement c'est l'idée, hein, l'État devient incarnation du peuple, le contrat social s'oppose fondamentalement à la logique absolutiste de Hobbes. Ainsi, la volonté générale est propre à produire la loi, c'est-à-dire une règle universelle s'appliquant à tous. Toutefois, Rousseau considère que si la volonté générale est démocratique en droit et en fait, le gouvernement, lui, ne peut l'être qu'en droit. Il est nécessaire d'instituer des officiers exerçant au nom du peuple le pouvoir. Ainsi, la volonté et le pouvoir sont distingués dans la pensée rousseauiste. La volonté détermine le pouvoir dans son expression, mais Rousseau considère comme utopique une démocratie directe. Finalement, ce qu'il construit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une démocratie représentative. Hein, c'est pour ça qu'il y a des ministres, des députés, etc. Parce que on estime que c'est impossible finalement de produire une démocratie directe lorsque le peuple est trop nombreux. Il y a derrière une telle idée, une telle thèse, l'idée pas évidente selon laquelle une rationalité politique existe nécessairement chez le citoyen. C'est finalement le problème fondamental. L'homme est capable de dépasser ses passions privées pour reconnaître la nécessité de la volonté générale. De fait, et c'est un point sur lequel il faudra revenir, Rousseau supposera une éducation préalable à cette pensée démocratique. Et c'est pourquoi il articule tout son discours politique à un discours pédagogique qu'on retrouve dans un autre de ses grands textes qui s'appelle l'Émile. Ça veut dire que pour Rousseau, un citoyen démocratique doit être éduqué au préalable, sinon il ne comprendra pas la nature même du jeu démocratique et pourra considérer par exemple que des lois qui n'ont pas été dans son sens sont des lois qu'il faut contester, qu'il faut rejeter. Par ailleurs, Rousseau considère utopique, même si idéal, la forme du gouvernement démocratique où le peuple serait son propre souverain et exécuterait collectivement le pouvoir. Comme je viens de le dire, il refuse, il ne croit pas à la démocratie directe sur le mode athénien, par exemple, pour des raisons en fait de nombre. Il produit par ailleurs deux critiques à cette forme de gouvernement dans la réalité politique. Premièrement, elle apparaît difficile à réaliser parce qu'elle implique un exercice direct et commun du gouvernement. Il ne faut aucune délégation et aucune division du pouvoir, le peuple entier se gouverne en entier. Bon, vous imaginez pour la France, ça serait très compliqué de réunir à chaque fois, pour chaque décision, des référendums, il y aurait une logistique énorme, la plupart des gens peut-être n'iraient plus voter, enfin ça serait très complexe. Donc il y a une raison pratique à ça. Et elle apparaît par ailleurs dangereuse, parce que l'administration du pouvoir risquerait d'impliquer les intérêts particuliers et la volonté générale serait donc corrompue. Le problème, l'intérêt, si vous voulez, de la délégation du pouvoir à des ministres, à des députés normalement, alors là il y aurait des choses à penser, c'est que le problème de cette délégation, c'est qu'évidemment, c'est ce qu'on constate, c'est le risque d'une corruption du pouvoir. Donc la démocratie telle qu'elle le pense, Rousseau, est une démocratie très difficile à penser en pratique. Elle a des difficultés qu'on retrouvera notamment chez un autre auteur très important, qui est, je crois d'ailleurs, l'une des références préférées d'Emmanuel Macron, et qui est de la démocratie en Amérique de Tocqueville, où Tocqueville, qui voit l'émergence de la démocratie aux États-Unis, en fait un peu la critique et en dessine des contours.
Donc il y a là un problème majeur, essentiel de la réflexion politique sur la démocratie. La démocratie présuppose la vertu du citoyen. Pour que l'État démocratique puisse faire la loi, il faut que le citoyen démocrate soit vertueux. C'est une condition nécessaire d'un exercice réellement démocratique du pouvoir. Ainsi, une véritable démocratie n'a sans doute jamais existé, dira Rousseau au livre 3, chapitre 4 du contrat social. Je cite, « Un peuple qui n'abuserait jamais du gouvernement n'abuserait pas non plus de l'indépendance. Un peuple qui gouvernerait toujours bien n'aurait pas besoin d'être gouverné. » Le fondement de la question politique et démocratique est donc celui de la place de la vertu, c'est-à-dire la place du courage moral et de la rectitude morale des individus qui composent le corps politique. Les conditions de la liberté politique seraient donc à trouver d'abord dans les citoyens lui-même. La question qu'on se pose, qui est l'État fait-il la loi, implique donc de réfléchir plus profondément sur les éléments constitutifs de l'État, c'est-à-dire les individus qui le constituent, et les conditions dans lesquelles ces individus pourraient produire des lois de manière positive, et non pas de manière négative, c'est-à-dire en assujettissant les autres membres du corps politique. Et c'est ce qu'on essaiera de comprendre la prochaine fois.